J'ai regardé hier la retransmission du discours à Nice de Nicolas Sarkozy et je voudrais réagir à ce discours. Le point de vue de Sarkozy, il n'est pas le seul à l'avoir d'ailleurs, c'est qu'il y a une unité du peuple et que dans ce peuple, nous sommes tous égaux. Nous avons tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et nous devons partager les mêmes valeurs. Est-ce que je me trompe? Je crois que c'est ce qui est dit. Donc il a dit, il n'y a pas de raison que dans une cantine, il y ait une table pour les juifs, une table pour les musulmans, une table pour les autres. Je ne suis pas d'accord avec cette position. Il nous parle aussi de la France qui doit redevenir grande et forte. Et il est dans une position de repli qui me paraît un peu en contradiction avec cet idéal. Comme vous le savez peut-être, moi je défends l'idée d'une identité impériale qui se substituerait ou qui alternerait avec une identité nationale. La France a un destin impérial. Elle a une histoire impériale. Et qui dit une histoire impériale implique une diversité considérable dans le temps et dans l'espace. Et je pense qu'une France qui ne s'intéresserait qu'à son identité nationale serait une France en déclin. L'identité impériale, la France l'a par sa langue. J'ai déjà très longuement parlé de cela. L'empire de la langue française et l'empire surtout des mots français dans le monde est absolument colossal. Je vous rappelle que 50% des mots utilisés en anglais sont des mots français. Donc quelque part, l'anglais fait partie de la sphère francophone. Mais il n'y a pas que cela, il y a bien entendu toutes les aventures coloniales de la France, depuis le XVIe siècle, depuis le Canada jusqu'à l'Afrique, en passant par l'Inde, en passant par l'Indochine, etc. Tout cela explique ce qu'est la France aujourd'hui. Si la France n'avait pas été conquérir l'Afrique du Nord, mais aussi l'autre Afrique, l'Afrique subsaharienne, noire, la situation actuelle serait différente. Là, il ne s'agit pas... Là, on est vraiment dans le monde de la francophonie pure et dure. C'est-à-dire que c'est des pays qui ont été sous la domination française, par opposition à des pays qui l'ont été, mais de manière beaucoup plus subtile, par la domination culturelle, mais pas forcément la domination matérielle, si on peut dire. Comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, ou comme la Russie, etc. Donc, il y a toujours un prix à payer à une histoire impériale. Et un prix à payer par rapport au passé, mais aussi une mission, une vocation pour l'avenir. Si la France est impériale, elle peut l'être aussi à l'avenir. On n'a pas à être et à avoir été. Ça veut dire qu'elle a des droits, elle a une vocation à s'étendre, à rayonner, et ça veut dire qu'elle doit continuer à exercer son influence. Il y a toutes sortes d'institutions qui ont été construites par la France dans ce sens. Une présence française dans le monde. C'est-à-dire représentée, symbolisée par l'étendue considérable de l'empire maritime français actuellement, dans le monde. Un des tout premiers empires de ce point de vue. Donc, identité impériale, comment vivre dans un pays, dans une zone qui a une identité impériale. À vrai dire, tout
presque toutes les zones ont des identités impériales. Elles ont une histoire, et l'histoire, c'est l'histoire d'une domination, soit d'une occupation, soit d'une domination. Ou les deux. Ou les deux. Et le communautarisme, si détesté par M. Sarkozy, qui reconnaît lui-même que ses ascendants sont hongrois et gréco-turcs, je ne sais plus très bien, et donc il a abandonné toute référence au passé hongrois ou au passé ottoman, pour accepter uniquement, pour assumer uniquement le passé français, le passé des Gaulois, comme il dit. Je pense que le communautarisme n'a rien de scandaleux. Les États-Unis ont une philosophie de l'intégration qui est communautariste. Je suis complètement opposé à toute forme de solution individuelle. Rien n'est pire que l'individualisme, parce que l'individu est séparé de son milieu, et donc quelque part de sa morale, de ses valeurs. Maintenant, il y a la question de l'espace public. L'autre jour, je suis sorti de mon local en disant à des dames qui étaient assises devant le local, enfin qui étaient quasiment installées sur le local, je lui ai dit, écoutez, mesdames, vous me dérangez, vous faites du bruit, vous discutez, vous m'empêchez de travailler. Elles ont répondu, mais écoutez, je suis désolé, nous on est en face d'une école, elles étaient une demi-heure à l'avance chercher leurs enfants, ou les enfants, ou leurs petits-enfants, parce que c'était une personne assez âgée. On m'a dit, oh, mais on est dans l'espace public, on est en République, on peut dire ce qu'on veut. Absolument. On est en République, on peut dire des choses qui ont un intérêt général, et pas un intérêt particulier. Oui. Effectivement, que quelqu'un s'exprime qui exprime des idées. Alors d'ailleurs, j'avais envie de lui dire, mais écoutez, madame, on vous écoute, qu'est-ce que vous avez à nous déclarer? Vous êtes donc attends, vous avez le droit de vous exprimer, alors exprimez-vous. Vous n'avez pas raconté comment vous avez fait votre tambouille à midi. C'est pas ça, l'espace public. Hein? L'espace public, quand quelqu'un élève la voix et parle en public, c'est pour des choses qui sont censées être entendues. On est d'accord là-dessus. Bon. Alors, maintenant, il y a dans chaque communauté, quelle que soit sa religion, des moments où les gens doivent se retrouver entre eux. C'est tout à fait normal. C'est le lieu, c'est notamment le cas des lieux de culte. Pas seulement. Des centres communautaires, etc. Même certains quartiers, certains restaurants peuvent être des lieux réservés, peu ou prou, à un certain type de public. Pourquoi pas? Qui peut écouter sa propre musique, parler sa propre langue, etc. etc. En 13e, nous avons par exemple Chinatown, nous avons le quartier chinois. Alors, je ne vois rien de scandaleux à cela. Ce que je trouve scandaleux, c'est des gens qui imposent leurs valeurs aux autres. Ça, c'est scandaleux. Qui croient que leurs valeurs sont universelles et veulent les imposer à autrui. Ça, c'est scandaleux. Maintenant, des gens qui ont une certaine façon de fonctionner et qui veulent que ça continue à fonctionner, dans un cadre bien défini, je ne vois pas où est le problème. Pourquoi? Parce que nous avons une identité impériale, et que si nous avons des Chinois en France, ça renvoie aussi à notre présence en Orient. Si nous avons des Maghrébins en France, c'est parce que nous avons eu une présence au Maghreb, etc., etc., etc. Et si nous avons des touristes en France, c'est aussi en partie parce que quand ils vont en France, ils rencontrent une langue française dont les mots sont souvent des mots qui ont une valeur universelle et qu'ils connaissent dans leur propre langue, à commencer par les anglo-saxons, on le sait très bien. Alors, chaque chose
Tout a un coût, tout a un prix, bien entendu. Maintenant, il y a un sujet beaucoup plus délicat que ne veut pas aborder M. Sarkozy, qui met constamment en avant, et bien entendu c'est assez utile électoralement, je n'en disconviens pas, l'égalité entre les hommes et les femmes. Je m'oppose complètement à cette affirmation. Et je n'en parle pas uniquement sur le plan professionnel. Je vais beaucoup plus loin que cela. Parce que sur le plan professionnel, on sait très bien qu'il peut y avoir des collaborations de ce type. Mais je pense que les garçons et les filles ne doivent pas être élevés de la même manière, n'ont pas en eux-mêmes les mêmes valeurs, les mêmes qualités, et par conséquent, la mixité n'est pas une bonne chose. Elle doit être, en tout cas, limitée dans le temps et dans l'espace. Donc, si on me parle de communautarisme, je crois qu'il y en a un que M. Sarkozy oublie totalement et délibérément, c'est la communauté masculine et la communauté féminine. Et ces deux communautés sont déjà, de toute façon, bien différentes. Alors, donc, de toute façon, refuser le communautarisme, c'est déjà une absurdité, puisque nous avons déjà un communautarisme de fait que personne ne conteste, qui est celui des hommes et des femmes. Que moi, je considère et je qualifie de communautarisme. Alors, comment sortir de cette espèce de traquenard du suffrage universel? Pourquoi je dis suffrage universel? Parce qu'on sait bien que les femmes votent et qu'elles constituent la moitié en gros, du corps électoral. Comment pouvez-vous tenir des positions qui pourraient froisser, qui pourraient braquer toute une partie de l'électorat? Et d'où ça sort cela? Ça sort notamment de la fameuse réforme de 1962 concernant l'élection du président de la République, qui jusqu'à présent n'était pas, après la Constitution, censé être élu au suffrage universel. Et qui ne le sera pour la première fois qu'en 1965, quand De Gaulle, mis en ballottage par François Mitterrand, sera réélu. Il ne restera d'ailleurs que 4 ans au pouvoir sur les 7 ans prévus, pour des raisons que nous savons. C'est une erreur, c'est une incohérence, c'est une déformation de l'esprit de la Constitution de la Ve République. Et donc ils disent qu'il faut changer la Constitution. Non, moi je dis qu'il ne faut pas changer la Constitution. Il faut supprimer ce qui a été ajouté indûment. Pas la même chose. Supprimons les résultats du référendum de 62 valant pour... Nous faisons un autre... Alors, bon, comment fait-on pour supprimer ces résultats? Là, ça pose un problème, effectivement, parce qu'on va traîner dans un cercle vicieux. Mais il doit y avoir un moyen de s'en sortir, parce qu'autrement, ça ne va pas. Ce n'est pas raisonnable. Si on ne peut pas être à la fois jugé parti. Donc, moi, je dis que les pays qui seront capables de résoudre ce problème et de sortir de l'engrenage du suffrage universel, je pense d'ailleurs qu'une solution, c'est tout simplement des suffrages par sexe. Les femmes votent d'un côté, les hommes votent d'un autre côté. C'est une solution intermédiaire, c'est-à-dire que tout le monde vote, mais ce sont des votes différents qu'il faut distinguer. De toute façon, on va y arriver, on va y venir de toute façon à cela. Plus les recherches scientifiques et sociologiques et anthropologiques se feront et avanceront, plus on se rendra compte à quel point on ne saurait mélanger et confondre les hommes et les femmes. Donc, et puis alors, bien entendu, un autre problème qui se pose, c'est la question de la cyclicité. On parle beaucoup actuellement du déclin de la démocratie. Oui, non, je dis le peuple n'a pas raison. C'est assez amusant parce qu'on le voit très bien. Le peuple peut faire n'importe quoi. Cela dit, on l'a vu suffisamment avec le Brexit et avec Trump, pour ne pas parler de ce qui pourrait se produire prochainement. Donc, en quoi le peuple aurait-il raison? Je ne dis pas, par ailleurs, qu'il ne puisse pas y avoir des choses à comprendre du comportement du peuple. Là, je parle de l'élection, du vote. Je ne parle pas d'autre chose. Je ne parle pas d'autres problèmes d'anthropologie qui peuvent effectivement être significatifs et révélateurs. Et justement, le peuple, il est mu par
une certaine cyclicité, dont il n'a pas conscience, puisque dans ce domaine-là, comme vous le savez, les recherches scientifiques sont très en retard. Cette cyclicité fait qu'à certains moments, on est dans un processus que j'appelle fusionnel, ce que j'appelle le surmoi unitaire. Donc actuellement, nous sommes sous le coup d'un surmoi unitaire. Donc c'est normal que M. Sarkozy nous parle de l'unité, puisque c'est dans l'air du temps, c'est dans le vent. Mais dans quelques temps, on en parlera moins, beaucoup moins. Donc il faut le savoir, il y a des moments où effectivement la quête de l'unité, l'espèce de besoin unitaire, pour des raisons que j'ai déjà exposées par ailleurs, qui sont effectivement assez complexes, il y a des moments d'unité. On doit parler de l'unité du peuple. Bon. Et on va nier les différences. Ce que j'appelle le surmoi unitaire. Bon. Et après, il y a un retour du refoulé, on dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas de sens, et donc tout ça éclate. Et puis ça recommence comme ça, et indéfiniment. Il faut le savoir, c'est tout. Il faut le savoir, c'est normal, c'est naturel, etc. Il ne faut pas... Quand on ne comprend pas quelque chose, on dit que c'est anormal. Non, c'est pas anormal. Qu'une femme se comporte d'une certaine manière, c'est normal. Qu'un homme se comporte comme une femme, ce n'est pas normal, et inversement. Mais quelqu'un qui se comporte comme le groupe auquel il appartient, pour moi, c'est de la normalité. À partir du moment où il y a un groupe qui a une certaine mode de fonctionnement, je le respecte. Par contre, un individu isolé, non. Pourquoi? Soit parce que c'est un individu qui est pathologique, soit parce qu'il est en dehors de son groupe, et il fait problème aussi. L'individu doit être réintégré, on parlait d'intégration, il doit être réintégré dans son groupe d'origine. Parce que de toute façon, les valeurs qu'il véhicule sont celles qui viennent de ce groupe. Et qui font sens pour ce groupe. Il n'y a pas de valeurs universelles. Et en plus, il n'y a pas non plus dans le temps de valeurs qui sont valables en permanence. Je viens d'expliquer. Il y a un temps où il est bon de parler de l'unité. Il y a un temps, comme dirait l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où ce n'est pas ce qui convient. Maintenant, la question de savoir si c'est le temps de l'unité qui est le temps favorable pour l'humanité, ou si c'est le temps de la diversité et de la pluralité. Vaste débat sur lequel je suis déjà intervenu. Pour moi, le temps de l'unité est un temps imposé, un temps qui fait problème. C'est le temps de la tour de Babel, si on veut. Mais je ne voudrais pas revenir là-dessus plus longtemps. Hein. Donc, si je devais être président de la République, je dirais qu'il n'y a aucun problème à accepter des immigrés collectivement, pas individuellement, mais collectivement. Pour moi, l'individu tout seul, il ne fait pas sens au niveau de l'État. Contrairement à ce que disent la déclaration du citoyen, non. La déclaration, ce qui nous intéresse, c'est la cohabitation. L'État a vocation à permettre la cohabitation entre différentes communautés. Et un État impérial, c'est un État qui est capable de faire cohabiter des régions différentes, des pays différents, des langues différentes, au sein d'un même ensemble. Et plus on est capable, plus il peut s'étendre. On a vu ce qui est arrivé à des pays comme l'Allemagne et comme l'Israël, qui, confrontés à des victoires militaires, n'ont pas su les gérer intelligemment. Les nazis ont été perturbés par leur réussite, notamment en Pologne. Et ça leur a créé des problèmes qu'ils n'étaient pas prêts à résoudre. Et ça a débouché sur la Shoah. Il faut bien comprendre que si l'Allemagne n'avait pas gagné un certain nombre de guerres à cette époque-là, elle n'aurait pas pu faire ce qu'elle a fait. Hitler, en conquérant la Pologne, n'avait pas conscience qu'il allait se retrouver avec des millions de juifs sur les bras. Et donc ce sont ceux qui n'ont pas su être à la hauteur de Hitler, qui quelque part lui ont laissé les mains libres. Ou du moins l'ont mis dans une situation qu'il ne savait pas régler. Pour Israël, c'est pareil. Israël, avec la guerre des 6 jours, a pris possession de Jérusalem, de la Cisjordanie, du Sinaï, et comme il y avait une philosophie qui n'était pas du tout impériale, qui était beaucoup plus nationale,
il n'a pas su gérer, il n'a pas su penser la relation qu'il pouvait avoir avec les populations qui se retrouvaient de facto dans son giron. Donc méfions-nous des pays qui ont une philosophie nationale et qui se retrouvent par le fait militaire une situation impériale et pour lesquelles ils ne sont pas prêts. Ce n'est pas par hasard que l'Allemagne avait un très petit bilan au niveau colonial et que par conséquent, elle n'était pas habilitée, elle n'était pas préparée à vivre des conquêtes militaires. C'est ce qui s'est passé. Des pays comme l'Angleterre et la France étaient beaucoup plus aguerris pour gérer leurs conquêtes que l'Allemagne. L'Allemagne a raté ses conquêtes, ça aboutit à des catastrophes épouvantables. Israël a raté ses conquêtes. Et on pourrait donner d'autres exemples, certainement. La Russie, en revanche, par exemple, est un pays qui a aussi une identité impériale et qui est parfaitement capable d'intégrer d'autres pays comme les Pays-Bas, comme la Crimée, comme l'Ukraine, etc. Elle l'a fait dans le passé, ça fait partie de son ADN. On ne peut pas le contester. Il y a des grands pays impériaux, il y en a quelques-uns comme ça. Je disais l'autre jour qu'il y a probablement pas plus d'une dizaine de grands empires puissants dans le monde, dans l'histoire. Voilà, on pourrait en dire 20 ou 30, peu importe. Mais en tout cas, il faudrait écrire l'histoire du monde à l'aune des empires culturels, des empires géographiques, des empires historiques, etc. Et donc le temps d'une histoire nationale, des nations, est révolu. Et si on veut que la France retrouve sa puissance, c'est bien évidemment par le biais de l'identité impériale et non pas de l'identité nationale qu'elle le fera.